nexus qui existe ou existe entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme en Afrique du Nord. Je m'excuse, j'ai oublié de le noter. Pourquoi est-ce que je parle aussi au conditionnel? Parce que contrairement à peut-être toutes les études et toutes les recherches qui ont été faites, notamment en Afghanistan, dans d'autres régions du monde, finalement, même en Colombie ou plus proche de nous, en Afrique de l'Est, la question de la criminalité organisée et du terrorisme en Afrique du Nord, elle n'est pas encore, ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment, je dirais, de données qui nous permettent de définir des contours clairs ou de dire de manière globale, voici les principales tendances. On a plus tendance à dire aujourd'hui qu'il y a des spécificités en fonction des sous-régions, des spécificités en fonction des groupes terroristes concernés, des spécificités même au sein des groupes terroristes, des individus. L'exemple qu'a donné M. Alain Juillet sur Mortar Belmortar, le fameux Mister Malbo, finalement, c'est un cas particulier. Aujourd'hui, on peut se dire qu'effectivement, il y a des liens d'opportunité entre les groupes terroristes et les groupes plus classiques de la criminalité organisée. C'est-à-dire que finalement, les uns vont utiliser les autres pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, c'est vrai que certains, même au niveau national, il peut y avoir peut-être une espèce de confusion qui peut s'établir lorsqu'on parle de ce nexus qui peut faire référence à une espèce de démarche volontaire où les deux types de groupes vont se réunir, se concerter et discuter sur une stratégie globale. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en Afrique du Nord, je parle bien en Afrique du Nord, ce n'est pas vraiment le cas. On est plus sur des liens d'opportunité, sur des choses assez éparses qui arrivent de part et d'autre. Et finalement, aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Nord est différent de ce qui se passe au Sahel, est différent de ce qui se passe en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest. Et par contre, effectivement, on retrouve quelques similarités forcément avec ce qui se passe au Moyen-Orient, forcément avec la proximité culturelle entre les deux régions, je dirais. Tout ça pour dire qu'en fait, moi aujourd'hui, je n'ai pas vraiment vocation à vous donner des réponses parce que, encore une fois, en tant que représentante d'un institut de recherche, je ne peux pas m'engager sur des choses qui finalement aujourd'hui sont encore à l'état d'étude et à l'état d'approfondissement. Pourquoi? Parce que finalement, dans les autres régions, ce sont des problématiques qui existent aussi depuis un peu plus longtemps et sur lesquelles on a eu le temps véritablement de se pencher. Et je pense que ça, c'est aussi très important de se dire... En tout cas, nous, en tant que chercheurs qui travaillons avec plusieurs organismes, on a besoin aussi de prendre le temps parfois de travailler sur ces questions qui sont très complexes. Et au timing, oui. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, juste pour rappeler que cette question a été évidemment soulignée au niveau international par les différents acteurs onusiens notamment. Ce que je pourrais vous dire néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de pistes, effectivement, en Afrique du Nord. Évidemment, la question de la traite d'êtres humains est éminemment présente, puisque, à l'instar de ce qui a pu se passer à l'époque, il y a 2 ans, avec l'État islamique en Irak et en Syrie, lorsqu'il y a eu un certain nombre de personnes et de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont été embrigadés donc, aux fins de la poursuite des activités de l'État islamique. Aujourd'hui, en Afrique du Nord, on commence à voir la question de la traite d'êtres humains comme potentiellement un outil qui pourrait être utilisé par les groupes terroristes pour bénéficier, on va dire, du passage par certaines routes, en fait. C'est surtout ça. La question du trafic de biens culturels qui a existé aussi au Moyen-Orient est aujourd'hui également en train d'apparaître dans les régions, comme vous savez, en Afrique du Nord. Il y a eu une présence notamment de l'Empire romain, etc., dans lesquels il y a eu beaucoup de vestiges et qui sont aujourd'hui également... on commence à voir des pistes, en tout cas,
cas, c'est ce que j'essaye de dire. Évidemment, la question du trafic de cigarettes, c'est quelque chose qui a été longtemps les liens entre les groupes notamment d'ACMI et ces groupes de contrebande également très présentes. La question des trafics d'armes, évidemment, c'est le modus operandi avec lequel finalement ces groupes-là opèrent. Et enfin, les enlèvements contre rançon qui sont aujourd'hui un élément principal. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus de... Je vous invite à regarder notre site et nous prévoyons de faire une recherche qui sera publiée l'année prochaine sur cette question. Voilà, je vous remercie et désolé pour le... Non, merci beaucoup, docteur. Merci. Donc on a eu comme ça, vous avez eu une couverture, je crois, très complète, puisqu'on est parti d'une vision régionale, nationale, internationale. On a vu à la fin, on a terminé sur des initiatives qui sont des initiatives à la fois locales, régionales, internationales. Je crois que malheureusement on est dans les temps, mais tout juste. Peut-être on peut prendre une ou deux questions. Les autres, eh bien, s'il y en a d'autres, je pense qu'il y en aura, on pourra en parler lorsqu'on sera dehors et qu'on va se faire une pause. Donc s'il y a une question ou deux maintenant, on y répond tout de suite. Madame la sénatrice. Lady. Thank you very much. I would like to sincerely and heartfelt congratulations for the three speakers. Just to rebound about what has been said by Mr. Niamburu from IGAD, I fully agree with you on some analysis, and especially when you were talking about dealing with the origin of terrorism. It's not only economic, it's not only deprivation, it's not only exclusion or marginalization. We have seen that in Algeria and in Egypt, where a lot of terrorism were university graduates. They were having a good position in the society. Many of them were engineers, doctors, even pilots in Algeria. And the mainstream terrorism in Egypt, if I'm not mistaken, they were engineers also and doctors. And about Dr. Kruger, I agree fully with you. We are dealing most of the time with the symptom. What about the real origin of the switch when an educated person, like those I have been mentioning, start and switch from just protests, from expressing grievances to the act of belonging to a terrorist group with a fatwa that makes it licit to kill his next door or his cousin or the family or someone from the same ethnic origin and the same religion. What happens? What's going on in the mind of those? Have you any idea about this? And I fully agree with you that most of the time, all the researchers and even the security people have been treating and dealing with the symptom, not with the root causes. Talking about the root causes, can you give me an idea or an explanation about what happened in Eastern Africa? How Al-Shabaab started? Was it after then the big fleet and what we call the bateau usine, the fleet of fishing boats from Australia, Japan, China, were just dumping their, how do you call it? I can't find the word, dégazage, just everything from their boat that killed the fish, that the poor fishermen from the East Coast could not go fish in the high seas because they have just small boat. Wasn't it that? What about Boko Haram? The first group that joined Boko Haram, can you just confirm or give me more details? Boko Haram, when it started, they were the poorest farmer in the northern. They were so much in debt that they could not reimburse their debt, and most of their land was confiscated by bank and was sold. And among the buyers of those land, there's someone that you know, everybody knows, is Monsanto. And I had the confirmation of that with a lady that is working on de-radicalization in northern Nigeria, not to tell her name, Madame Fatima Okuli, that is working with that. And she has been working with those people that lost completely everything. So I would like to just tell me to, and I would like also to congratulate Dr. Ben Yahya. It's very important that we have a multi-sectorial, different approach, but take into account also history.
history because there have been a lot of publication about the start of terrorism. And for some people I know, for some research I have been looking for, you have to go back to a long time in the history, and especially the early days of colonization and decolonization. Thank you. Thank you. Well, I propose 2 minutes for each speaker to give an answer, if you want to give an answer on the question made by the senator. Mr. Kruger? Dr. Kruger? In fact, perhaps just to correct the record. Sorry, I'm sorry, I say it's only 2 minutes because, you know, we are in a hurry because we have a program. And so, as I have said, after we will be able to discuss with you, you know, during the stop. Please, sorry. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, I think on the question of Boko Haram, I'm certainly no expert and I don't want to venture into discussion on Boko Haram. On Al-Shabaab, I do not want to speculate on the reasons behind their motives. We can perhaps discuss that over coffee. I don't want to give any air to the motivation behind behavior of that sense. What I do want to raise is the point of a human rights-based rule of law criminal justice response to terrorism. It is very important that in the way, and it was said by one or two of the colleagues this morning, or this afternoon rather, in the